Bonjour à toutes et à tous. Ecorama mission spéciale, vous le savez, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Avec aujourd'hui Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour On David. se voit dans les studios, on se voit oui, à Aix. Mais ici il fait 50 degrés. Oui, ça ne faut pas le dire, il faut pas le dire. Ouais. On a une clim, on est hyper bien. Bon, juste deux mots avant de revenir sur l'actualité. Oui. Il s'est passé plein de choses entre Trump qui nous parle de la loi du talion. Juste sur les conférences où vous avez pu être. Ça fait quoi comme conférence avec, Non, ce qui est intéressant, c'est le message général. Le message général, c'est les jeunes, dont on ne parle pas assez, vont pousser à ce que tout aille plus vite. C'est-à-dire à ce que la transition énergétique soit plus rapide, à ce qu'on refasse de l'aide au développement qui a un sens, à ce que les entreprises s'ouvrent au monde extérieur, changent peut-être de modèle, soient plus inclusives. Enfin, c'était assez impressionnant. En fait, il y a les dirigeants, etc., il y a les 40, 50, 60 ans, etc. Puis derrière, on voit ce monde des jeunes qui est en train de pousser. Alors, ils n'ont pas les manettes, etc., mais quand même, c'est un effet très important. Dans la finance, on ne veut plus financer le charbon, on ne veut plus financer des trous dans l'Arctique, enfin, et c'était très impressionnant. Et les jeunes qui veulent aussi moins travailler dans la finance. Oui, mais il y a plein de jeunes qui vont dans la finance. Simplement, ils vont refuser ou pousser à ce que la finance devienne verte. Ils vont pousser à ce qu'on utilise les fameux scores ESG, que ce n'est pas l'environnement, c'est aussi la façon dont les entreprises gèrent le social, l'égalité entre les genres, la bonne gouvernance. Et je crois qu'il faut que les dirigeants d'entreprise, d'ailleurs c'est le cas, comprennent qu'il va falloir qu'ils prennent ça en compte, quoi. Parce que la prise de conscience, elle ne se fait pas au-delà des rencontres d'Aix, au-delà des endroits où on bien sûr que si. Non, mais regardez les jeunes qui manifestent. Alors après, il faut se rendre compte que les jeunes surréagissent. Ce n'est pas la peine de faire de la surenchère, par exemple, sur l'accord de Paris. Déjà, si on respectait l'accord de Paris, ce qui n'est pas le cas, ce serait pas mal. Donc les jeunes font assez naturellement de la surenchère. Donc, ils vous disent, lundi prochain, il faut arrêter toutes les énergies fossiles. Évidemment, il ne faut pas faire ça. On a 40 ans pour le faire, il faut le faire intelligemment, il faut remplacer le charbon par le gaz. Mais cette pression même qui est exagérée, même qui est outrancière des jeunes, va forcer les dirigeants d'entreprise à aller plus vite que ce qu'ils pensaient que ce serait le cas. Donc la transition énergétique va se faire plus vite que ce que les gens imaginaient. L'ouverture des entreprises au monde des ONG, au territoire, etc., va se faire plus vite que ce que les gens imaginaient. L'intervention des salariés dans les conseils d'administration, ça va être plus important. Enfin, je pense qu'il y a une pression qui est forte et que c'est pas la peine. Et qui est vertueuse. Alors, à nouveau, il faut faire le tri entre ce qui est exagéré et outrancier et ce qui est bien. Si vous arrêtez le gaz demain, vous n'arrêtez pas le charbon, donc c'est pire que le mal. Donc il faut expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas être extrémiste, quoi. Je veux dire, parce que les jeunes sont assez naturellement extrémistes. Mais entre, je dirais, des dirigeants âgés qui auraient plutôt envie de vivre avec les vieux modèles et des jeunes extrémistes, on va trouver un chemin intermédiaire qui est à peu près vertueux, quoi. Bon, on retourne à l'actualité parce que alors j'ai trouvé cette phrase absolument dingue. Donald Trump qui parle de la loi du talion. Ce sont ces mots, vous avez vu, sur le marché d'échange. Oui. Le président américain qui accuse carrément l'Europe et la Chine de manipuler leur monnaie pour gagner de la compétitivité sur le dos, évidemment, des Américains. Est-ce qu'on peut imaginer une intervention du Trésor américain pour faire baisser le dollar ou c'est pas imaginable? Parce que ça nous ramène plusieurs décennies en arrière. Oui, alors d'abord, il faut comprendre que Trump est un mercantiliste. C'est Colbert ressuscité, hein. Donc Trump pense que la croissance des États-Unis s'obtient en imposant au reste du monde d'acheter davantage de produits américains. Il a fort à faire vu les déficits. Oui, mais c'est assez intéressant parce que depuis 20 ans, le pays mercantiliste, c'était la Chine. La Chine a grandi en vendant de plus en plus de produits chinois au reste du monde et en sous-évaluant sa devise. Et donc on a front renversé avec une Chine. Et les Américains étaient consuméristes. Ouais. Donc les Américains pensaient que c'était bien d'acheter des produits chinois parce qu'ils ne sont pas chers. Ouais. Et donc on avait un accord entre le consumériste et le mercantiliste qui était les Américains achètent beaucoup de produits chinois pas chers et les Chinois prêtent aux États-Unis de quoi acheter ces produits en sous-évaluant leur devise puisqu'ils accumulaient des réserves de change. C'est toujours un peu la réalité aujourd'hui. Non, c'est complètement inversé. Les Américains sont devenus mercantilistes et les Chinois sont devenus consuméristes. Non, mais les 2 tiers du PIB américain, ça reste bien la consommation. Oui, mais c'est le modèle de Trump, c'est un modèle où les États-Unis croissent par les exports, en gagnant des parts de marché, en vendant des produits américains au reste du monde. Donc sur les 2,5% de croissance qu'on veut avoir, quelle est la part liée au commerce extérieur? Oui, d'accord, mais dans son esprit, il est consumériste. Et les Chinois, il est mercantiliste, pardon, et les Chinois deviennent consuméristes
C'est-à-dire qu'ils ont un modèle de croissance aujourd'hui tiré par la demande intérieure et plus tiré par le commerce extérieur, ce qui est d'ailleurs ce qui se passe en Chine. Donc on va inverser totalement la relation Chine-États-Unis. Si vous inversez cette relation, les Chinois vont plutôt avoir envie d'une monnaie forte, parce que c'est bon pour le consommateur, et les Américains vont plutôt avoir envie d'une monnaie faible, parce que c'est bon pour les États-Unis. Donc Chine-États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait un conflit monétaire, parce que la monnaie forte, ça arrange plutôt les Chinois, et le dollar faible, ça arrange les Américains. Le problème, c'est l'Europe. Puisque l'Europe, elle a besoin de sauver son industrie, qui souffre de plein de choses et qui va souffrir de la transition énergétique dont on parlait avant, qui souffre de la concurrence des pays moins chers. Donc l'Europe ne va pas vouloir que l'euro s'apprécie par rapport au dollar. Et donc je ne crois pas qu'il y ait un énorme conflit monétaire États-Unis-Chine. Je pense que les Chinois sont prêts à accepter un renminbi plus fort par rapport au dollar, ce qui sera bon pour le consommateur chinois. Et je pense que le conflit, il peut être avec l'Europe. Et à ce moment-là, si le Trésor des États-Unis intervient sur les marchés d'échange, ce qui est très bizarre, parce que dans la plupart des pays, c'est la Banque centrale qui peut le faire. Aux États-Unis, c'est le Trésor. Vous avez, comme au Japon, vous avez d'abord la question de la réaction de la Réserve fédérale. Si le dollar se déprécie énormément, et que ça fait de l'inflation, est-ce que la Réserve fédérale monte les taux ? Donc lutte contre le Trésor finalement. Alors ça va être intéressant à regarder. Ça va être le vrai test d'indépendance de la Réserve fédérale. Donc c'est pas, encore une fois, inimaginable, totalement fantasque. Non, c'est possible. D'imaginer le Trésor américain qui cherche à affaiblir le dollar face à l'euro. Qui vend du dollar, oui. Vis-à-vis de toutes les monnaies, quoi, qui vend du dollar. Et donc le dollar se déprécie. Il y a de l'inflation importée aux États-Unis. Est-ce que la Réserve fédérale laisse faire ? Ou est-ce qu'elle rentre en conflit avec le Trésor ? Et puisque la BCE, même si c'est pas ça. Et alors après, deuxième étape, si l'euro se met à s'apprécier, est-ce que la BCE... Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, la BCE ? Parce que la BCE, elle ne peut pas tellement baisser les taux. Ils disent qu'ils vont baisser les taux, mais en fait, ça va être 10 points de base. On peut baisser les taux on parle du taux de dépôt, là. Le taux de dépôt, il peut le mettre à moins 50. Quoi. Une fois qu'on est à moins 50, le marché valorise moins 50. Donc voilà. Ensuite, le quantitative easing, ça n'a pas énormément d'effet sur les taux de change, parce que c'est un truc sur l'euro. Vous achetez des obligations en euros, vous créez de la monnaie en euros. Ça a un impact sur les taux longs. Et oui, donc mais les taux longs, les taux longs, ils sont calés sur le taux des dépôts. Le taux des dépôts, tout le marché pense qu'il va à moins 50, donc les taux allemands sont à moins 40. Les taux allemands, ils ne vont pas baisser plus. Donc la BCE a très très peu de moyens d'empêcher l'appréciation de l'euro si l'euro commence à s'apprécier. Et rappelez-vous par ailleurs que les pays de l'OCDE, normalement, sont engagés à ne pas faire d'intervention de change. Donc les États-Unis seraient en contravention avec les règles de l'OCDE. On est ou pas à l'aube d'une guerre d'échange, pas avec la Chine. Mais je pense, qu'il y a un intérêt partagé. Mais à nouveau, je pense que oui. Je pense qu'il faut comprendre que la Chine aujourd'hui a vraiment commencé sa transition vers un modèle où c'est la demande intérieure qui tire l'économie chinoise. Donc s'il y a une guerre d'échange, elle ne sera pas entre les États-Unis et la Chine. Voilà, le pays qui a besoin de sauver son industrie, c'est l'Europe. Et les États-Unis veulent régénérer leur industrie. Mais qui gère la politique de change en Europe ? Alors, c'est très compliqué. Parce que la question. C'est pas la BCE. Non. Enfin, pas de manière affichée. Non, la BCE peut bouger les taux parce que le taux de change fait des choses sur l'inflation. Donc c'est très indirect. Mais la BCE n'est pas en charge de la politique de change. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est en charge. Alors on voit bien, de toute façon, en Europe, tout ça, c'est une discussion théorique, parce que supposons que l'euro se mette à s'apprécier fortement par rapport au dollar, qu'est-ce qu'on fait ? La BCE... via l'inflation. Oui, enfin, la BCE a des taux elle ne peut pas baisser ses taux, donc comment est-ce qu'elle réagit à l'appréciation ? Donc ça veut dire que comment est-ce que la BCE, on a compris que tout ça est conditionné, on avait parlé ensemble dans nos studios, là, mais comment la BCE fait pour relancer l'inflation ? Est-ce qu'un QE à l'infini ? Est-ce que des rachats d'actifs, il faut en mettre combien sur la table ? 1000 milliards d'euros ? Attendez, il faut comprendre. Il faut en mettre 2000 milliards d'euros pour avoir une inflation à 2%? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Non, mais il faut... on en a déjà souvent parlé. La BCE a fait tout ce qu'elle pouvait. On est au bout du chemin sur la politique monétaire. Et effectivement, les salaires ont accéléré. Les salaires dans la zone euro sont à 2,5 sur un an. Le coût salarial unitaire, c'est-à-dire les salaires corrigés de la productivité, est un peu au-dessus de 2. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est plus le marché du travail. Il y a toujours, comme on dit chez les économistes, une courbe de Phillips. Donc si les entreprises étaient en capacité de passer dans leur prix les coûts, on serait à 2% d'inflation et la BCE aurait réussi. Donc la BCE a fait son travail. Les coûts salariaux augmentent de 2. Les prix sont à 1.
Donc le problème, c'est que les entreprises n'arrivent pas à passer leur coût dans leur prix. Parce que concurrence, des émergents et en interne, de l'Espagne, ça. Parce que e-commerce, nouvelles formes de distribution, etc. Et donc, maintenant, ce n'est plus un problème de marché du travail, la faible inflation européenne, c'est un problème du marché des biens et services. Les entreprises n'ont pas ce qu'on appelle de pricing power, elles n'arrivent pas à transformer les hausses de coûts en hausses de prix. Issue. Ce qui veut dire que la BCE, d'un certain côté, a réussi. Elle a ramené le taux de chômage à un niveau où les coûts salariaux augmentent de 2% par an. Donc on peut considérer que la BCE a fait son travail. Il faut qu'elle change de mandat dans ces cas-là. Il faut qu'elle dise, mon mandat, c'est que les coûts salariaux... Oui, mais normalement, son objectif, c'est pas les coûts. Son objectif, c'est les prix. Oui, mais si elle n'a pas la main là-dessus, pourquoi avoir un objectif sur lequel on n'a pas la main? Je suis d'accord avec vous. Et donc la question, mais après il y a une question qui est de transparence. Est-ce que réellement l'objectif de la BCE, c'est l'inflation à 2? Vous en doutez? Ou est-ce que la BCE prend comme opportunité le fait que l'inflation n'est que de 1 pour avoir d'autres objectifs, par exemple solvabiliser l'Italie, qui ne serait pas solvable si la BCE avait une politique plus restrictive, continuer à stimuler la demande de la zone euro, améliorer l'économie, éviter peut-être qu'il y ait d'autres partis populistes qui gagnent des élections. Enfin, oui, donc c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas dire qu'on est absolument sûr de ce que sont vraiment les intentions réelles de la BCE. Puisqu'on parle de la BCE, un mot, Patrick, de la Fed. La Fed est attendue par les marchés à baisser les taux 5 fois. Et surtout 5 fois dès juillet. Oui. On a eu les chiffres du marché de l'emploi américain qui sont assez bons. Autour de 100 000, après il faut lisser. Mais on voit. Mais ils sont bons. Si jamais donc, ça peut la pousser à attendre un petit peu, à ne pas baisser ses taux dès le mois de juillet, comment réagiraient les marchés pour le coup? Vous rappelez, on en a déjà parlé, David. Il me semble que les marchés sont dans la bonne direction. La Fed, mais si elle passe son tour, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très difficile de comprendre la Fed. Oui, mais d'un autre côté, la Fed a beaucoup baissé son anticipation d'inflation. Donc si vous dites que c'est une institution qui fait à peu près ce qu'elle dit, l'inflation qu'elle pensait devenir supérieure à l'objectif est inférieure à l'objectif et va le rester. Donc il est légitime qu'elle révise un peu à la baisse ses objectifs de taux. Donc elle pensait emmener les taux à 3 ou 3,25. Le taux neutre, c'est 2,75. Donc comme elle pensait que l'inflation serait au-dessus de 2, elle pensait que le taux serait au-dessus du taux neutre, qui est le taux normal en régime de croisière. Et comme l'inflation est en fait en dessous de l'objectif d'inflation, elle va mettre ses taux en dessous du taux neutre. Donc il faut qu'elle les baisse. 2,50, c'est trop haut. Le marché croit qu'elle va à 1,25. Le marché va devoir réviser à la hausse ses anticipations. Elle ne va pas aller à 1,25. Elle va aller à 2 ou à 1,75. Elle va baisser un petit peu. Donc à 50 points de base. Et le marché est 50. Et peut-être pas dès juillet. Donc c'est potentiellement déceptif. Oui, parce que l'amplitude sera moindre et le market timing ne sera pas aussi... Oui, mais on a les fameux dots. Vous savez, la Fed nous dit la Fed nous dit, les dots nous disent, on va baisser de 25 ou de 50. Mais non, pas on va dès baisser, juillet. on va pas. Alors c'est par année les dots. Donc, mais ça veut dire qu'il y a mais les marchés ils en veulent trop, quoi. Alors après, le débat à New York, il est assez intéressant quand vous parlez aux économistes américains. La question, c'est est-ce que la Fed est obligée de faire ce que les marchés attendent d'elle? Elle l'a toujours fait quasiment. Non. Alors ça, j'ai regardé de très près, je l'ai publié il y a 2 jours. C'est complètement faux. La Fed ceux qui disent que la Fed est noyautée par les marchés. Elle ne l'a jamais fait. C'est l'inverse. Les marchés se trompent tout le temps sur la Fed et révisent en fonction de ce que la Fed fait vraiment. Donc l'idée que la Fed délivre, comme on dit affreusement, mais je parle en américain, délivre ce que les marchés attendent, dans la main des marchés, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les marchés se trompent considérablement, toujours depuis 20 ans, sur ce que la Réserve fédérale va vraiment faire, et c'est eux qui corrigent leurs anticipations. Les anticipations de taux de la Réserve fédérale sont, quand vous regardez ça d'un point de vue statistique, sont déterminées par ce que fait vraiment la Réserve fédérale et pas l'inverse. Donc cette idée que si les marchés décident que c'est un 25, ça sera un 25, c'est complètement faux. Ce qui est incroyable, c'est que de voir que vendredi, les chiffres, encore une fois, de l'emploi sont bons aux États-Unis et les marchés baissent. Parce qu'ils se disent, si les chiffres sont bons, la baisse de taux, on l'aura pas tout de suite. Mais parce que vous voyez, oui, mais là, ça a toujours été comme ça. C'est pas une grande nouveauté.
Mais ce que veulent les marchés, c'est... Non, mais c'est dérangeant, parce que ça veut dire que l'économie américaine va bien... bien. Non, mais ce n'est pas déraisonnable. Les marchés, ils veulent une économie américaine qui n'est pas trop faible, parce que s'il est trop faible, les bénéfices des entreprises vont baisser, mais qui n'est pas trop forte, parce que ça empêcherait la Fed de baisser les taux. Mais ça, ce n'est pas une grande nouveauté. Enfin, je veux dire, donc en gros, les marchés, ils veulent 140 000 créations d'emplois par mois, et c'est ce qu'ils ont en réalité. On a fait 70, 220, donc ça fait quand même exactement ce qu'on voudrait. Au plein emploi, un taux de chômage stable, on va créer 120, 130 000 emplois par mois. Alors ça fait comme ça d'un mois sur l'autre, mais en réalité, c'est... Mais si vous voulez, on comprend. Donc les marchés financiers anticipent des baisses de taux, donc je ne voudrais pas que l'économie aille trop bien, mais elle n'ira pas trop bien, parce qu'on est au plein emploi. Plein emploi, on a moins de croissance que quand on peut encore faire baisser le chômage. C'est peut-être le meilleur des mondes, là. Ben, écoutez, moi, vous vous rappelez, à Paris, il n'y a pas très longtemps, on avait discuté ça. Je pense que le marché des actions va beaucoup monter. Ouais, après, alors, pour le coup, on en avait parlé, il y a eu un torrent de gens qui ont réagi en disant, et c'est vrai que certains disent les marchés sont dans l'euphorie, sont trop optimistes. C'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que on a quand même une croissance mondiale qui décélère, on a des marchés qui montent sans flux, avec des décollectes sur les actions, avec peu de volume de transactions. Oui, et certains disent, voilà, ça monte les actions, mais par défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre qui délivre du dividende et du rendement. Et quelque chose qui monte par défaut. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. D'abord, non, les marchés actions, ils montent parce que, alors, effectivement, si vous êtes un assureur allemand ou un investisseur allemand quelconque, si vous achetez du 10 ans de la dette publique allemande, vous avez moins 0,40 de taux d'intérêt. Donc, effectivement, vous avez comme une grosse incitation à faire mieux. Vous êtes allé très très souvent, les Allemands en particulier, acheter de la dette américaine. Bon, voilà, c'est 2, donc c'est pas tellement mieux. Vous commencez à acheter de la dette italienne, ce qui est un truc assez drôle. Un peu moins de 2, on est à 1,6 sur le 10 ans italien. Oui, mais on commence à voir, non, je parlais des treasuries. Mais ça, et aussi, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des actifs illiquides, les gens achètent des fonds d'infrastructure, du private equity, de l'immobilier. Là, ça rapporte entre 3 et 5, disons, mais c'est petit. Et donc, le marché des actions, il va profiter des taux d'intérêt bas, d'une croissance qui n'est pas géniale, mais qui n'est pas une récession, qui est une croissance normale quand on arrive au voisinage du plein emploi, de profits qui n'augmentent pas énormément, mais qui augmentent de 3, 4, 5%. À ce stade du cycle, c'est normal. C'est bien. D'habitude, c'est très négatif à ce stade du cycle. Et puis, d'une situation où les taux, enfin, nouveau, les banques centrales passent le message qu'elles vont... Donc les marchés actions peuvent continuer de monter pour des bonnes raisons et pas par défaut. Oui, mais en plus, ils ne sont pas très chers. Quand vous voyez le PER en Europe à 14, je veux dire, on est en dessous de la moyenne historique, dans une situation où les profits des entreprises sont 30% au-dessus de la moyenne historique. Donc, alors imaginons, Patrick Artus, il y a de l'argent qui tombe du ciel, il y a un petit bonus qui tombe. Il fait quoi Patrick Artus s'il a de l'argent qui tombe? J'achète des actions. Il fait de l'immobilier, il fait du private equity, il fait de l'or, de l'actif. Oui, mais ça, non, de l'or, jamais. Je crois qu'il faut arrêter d'acheter des actifs qui ne payent pas de revenus. Non, mais n'oubliez pas une chose, David, en plus, c'est qu'en Europe, un portefeuille d'actions paye 3% de dividendes. Et donc, oubliez même le cours boursier. Et si vous enlevez les 3-4 têtus qui ne payent pas de dividendes, c'est assez facile de synthétiser un portefeuille d'actions qui paye 4% de dividendes. Honnêtement, pourquoi? Parce que tout le monde ne fait pas ça, quoi. Vous avez oublié les cours. De toute façon, en réalité, l'épargne en Europe est à long terme. Ce n'est pas vrai que les gens ont besoin de liquidité quotidienne. Vous achetez un portefeuille d'actions, vous avez 4% de return des dividendes, avec une fiscalité qui est devenue partout assez favorable, et à comparer à moins 0,40 sur les obligations. Enfin, honnêtement, l'action est aujourd'hui un actif extrêmement attrayant, quoi. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin. On se retrouvera évidemment dans quelques semaines, puisqu'il va nous accompagner, Patrick, tout l'été. Il fera 30 degrés de moins. Voilà, on sera en studio avec la clim, ça va nous aider. Merci Patrick. Merci beaucoup. À bientôt, bye.